Chers amis, chers collègues, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je vais vous parler d'ozone. Alors, c'est un discours qui a été rédigé par une de mes collègues, et donc je suis dans la situation d'un délégué qui se trouverait avec les notes de son ou de sa collègue de bureau et qui devrait essayer de faire passer le message le mieux possible, quand bien même ce n'est pas lui qui est l'auteur de la note. Alors, l'ozone, en fait, on pense à deux choses, et j'ai d'ailleurs, en préparant ce discours ou ce sujet, appris un certain nombre de choses. Ozone, moi, ça me renvoyait davantage à l'amincissement de la couche d'ozone ou au fameux trou d'ozone qui est particulièrement marqué au pôle. Ozone qui donc a un rôle protecteur parce qu'il permet de limiter les rayonnements ultraviolets. Donc il y a un ozone bénéfique et c'est l'ozone stratosphérique. En revanche, il y a aussi l'ozone troposphérique et c'est celui qui nous intéresse ici. Alors, il y aura un peu d'histoire, un peu de chimie, quelques sigles, peut-être pas trop de chiffres, et parmi les mots-clés que j'ai oublié de vous indiquer, il y aura COV, composé organique volatile, composé organique volatile. Voilà, le reste est dans le programme. Donc, de l'ozone, il en faut pour protéger des rayons ultraviolets, il en faut dans la stratosphère, mais en revanche, trop d'ozone, c'est en fait très nocif. Et vous avez sans doute déjà vu ce message, si vous preniez la route, pollution à l'ozone, réduisez votre vitesse. Alors pourquoi? Parce que en réalité, donc, l'ozone n'est pas un polluant direct, c'est un polluant secondaire, c'est-à-dire que l'ozone, c'est en quelque sorte un des ingrédients de réactions chimiques qui, elles, ont des incidences très néfastes sur la qualité de l'air et des conséquences donc néfastes sur la santé humaine, la santé des plantes, etc. Euh, donc, je parlerai un petit peu de réactions chimiques plus tard, mais pour l'instant, il suffit donc de retenir que l'ozone est un polluant secondaire, qu'en fait, il entre en réaction avec d'autres éléments et que c'est ça qui crée de la pollution. Et que, en fait, les autres composants qui entrent dans la réaction chimique sont principalement fournis par la circulation automobile, donc c'est de la pollution liée au secteur des transports routiers, principalement. La pollution de l'air, elle, en revanche, dans un sens beaucoup plus large, est quelque chose d'assez ancien. Et en fait, on dispose de témoignages historiques qui font état de fumées nocives dans les villes, ces fumées étant principalement provoquées par le chauffage au bois et au charbon, bien sûr. Ce ne sont pas d'ailleurs que les foyers qui se chauffent qui sont responsables de pollution, ce sont aussi également l'implantation de sites industriels au cœur des villes, notamment au XIXe siècle. Alors, la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle exacerbe bien entendu la situation, elle l'aggrave, et d'ailleurs cet état de choses, cet état des choses est illustré. On peut penser ici par exemple à des tableaux de Claude Monet, le fameux peintre impressionniste à Londres, qui montre la Tamise qui est noyée dans un mélange de fumée et de brouillard. Voilà. Alors, quand on dit mélange de fumée et de brouillard, on pense bien entendu à un mot qui est emprunté à l'anglais, mais qui s'utilise tel quel en français, le smog. Ce terme a été inventé en 1905. Il s'agit d'une contraction de smoke, la fumée, et de fog, le brouillard. Le smog est saisonnier, il apparaît l'hiver et il contient des poussières qui sont produites par le chauffage au charbon et par les industries. Alors, le smog est en fait vraiment dangereux et il provoque des troubles respiratoires. Si vous regardez ou vous avez regardé des séries, notamment pendant les confinements, vous aurez peut-être regardé The Crown, qui donc parle du règne d'Élisabeth II, reine d'Angleterre. Et dans The Crown, il y a un épisode dans lequel justement un épisode de smog, alors pardon, donc un épisode dans lequel un phénomène de smog
grave est montré. C'est celui qui s'est produit en décembre 1952, donc ce n'est pas non plus il y a si longtemps. Et à cette époque, Londres a donc traversé un épisode de pollution de 5 jours qui a causé, et tenez-vous bien, 4000 morts quand même, 4000 morts. Alors pour des raisons diverses, parfois des raisons tout à fait secondaires, comme par exemple accident de la circulation dû à un manque de visibilité, et puis aussi pour des raisons directes, c'est-à-dire maladies respiratoires, etc. Donc 4000 morts, ça fait quand même beaucoup. Euh, La présence de composés toxiques dans l'atmosphère est due à un phénomène d'inversion de température. Donc, cela veut dire que, en fait, une couche d'air chaud va recouvrir un air plus froid et donc emprisonner des composés toxiques qui autrement auraient été évacués. Alors, comme le smog se produisait évidemment en de nombreux endroits de la planète, donc dans de nombreuses villes de la planète, il s'est également produit en Californie, à Los Angeles, et il a été la cause d'irritations oculaires et de troubles respiratoires. On a par ailleurs constaté que la végétation était aussi fortement endommagée. Ici, les autorités locales ont donc demandé à un professeur de l'Université de Californie à Los Angeles d'identifier les polluants responsables. Alors, le nom de ce professeur, c'est, vous l'avez dans les mots-clés, c'est Harry Hagen Smith. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, le smog était souvent observé en de nombreux endroits de la planète, mais n'a fait que tardivement, c'est-à-dire pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l'objet d'études scientifiques. Le scientifique, donc en question, Harry Hagensmith, a remarqué quelque chose, à savoir la ressemblance entre l'odeur du smog et l'odeur qui pouvait être présente dans son laboratoire lorsqu'il expérimentait l'effet de l'ozone sur ces décomposés chimiques d'origine végétale. Et alors ici, il est peut-être temps de parler de l'ozone lui-même, de ses caractéristiques sensibles, et de rappeler qu'il s'agit d'un gaz bleu pâle, presque incolore, ceci dit, mais qui a une odeur caractéristique d'eau de Javel. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes ayant vécu à Paris, si vous vous souvenez notamment du métro parisien où parfois il y avait des étincelles sur les câbles qui produisaient de l'ozone et qui dégageaient justement très brièvement cette odeur caractéristique. Bon, je pense que tout cela maintenant n'existe plus, que les métros, les rames ont été modernisés, qu'il n'y a plus d'étincelles depuis bien longtemps, etc. Mais je me souviens qu'il y a donc quelques décennies à Paris, on pouvait parfois justement sentir une odeur éphémère d'ozone dans le métro. Alors, Harry donc Hagensmith a montré que les plantes étaient endommagées en raison de la présence d'un mélange d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures imbrûlés. Et c'est là où ce qui permet de mettre en cause la circulation automobile, c'est que en fait, ces hydrocarbures, dans les villes, ils proviennent principalement des gaz d'échappement. Et puis, il a également constaté que ces expériences en laboratoire produisaient des effets identiques à ceux qui pouvaient être observés dans des épisodes de smog, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le smog à continuer à être un problème dans toutes sortes de grandes métropoles, à Los Angeles, à New York, à Mexico, à Pékin, à Athènes, à Paris, mais même dans des villes de moindre taille, comme par exemple Nancy. Alors, petit rappel, l'ozone donc est une substance chimique qui est formée de 3 atomes d'oxygène et on le trouve dans l'atmosphère jusqu'à 35 km d'altitude. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il se distingue en 2 couches, l'ozone stratosphérique qui représente 90% du total et qui est donc bénéfique. Donc là, on a besoin d'ozone et le trou d'ozone est un problème. Et l'ozone troposphérique, celui qui, quand sa teneur est trop élevée, peut devenir toxique pour les humains et pour la végétation.
Alors, si j'ai le temps plus tard, je essaierai d'expliquer quelque chose que je trouve assez curieux, à savoir que la concentration d'ozone dans les campagnes est parfois plus forte que dans les villes, mais et c'est dû donc à ce qu'on appelle la destruction de l'ozone, qui est une réaction chimique, mais cette destruction n'a rien à voir avec la destruction de l'ozone par les CFC, et cetera, donc la destruction de la couche d'ozone protectrice. Donc là encore, il y a un petit glissement peut-être quand on dit destruction d'ozone, on se réfère soit à la réaction chimique qui est liée à la pollution, ou alors on parle de la destruction de la couche d'ozone, et dans ces cas-là, évidemment, c'est quelque chose de très différent. Alors, quels sont les effets sur les plantes? Eh bien, on les a identifiés aux États-Unis entre 1960 et 1990, avant que l'on commence à s'y intéresser en Europe à partir des années 80. Les travaux qui ont alors été effectués ont montré que l'ozone, dans de fortes concentrations, crée des dommages visibles et qu'on peut notamment observer des nécroses du feuillage. Mais on a pu également établir que des concentrations plus faibles, mais répétées, étaient également nocives pour la végétation. En effet, si des concentrations sont délivrées de manière régulière, elles ont un effet négatif sur la croissance de la plante au long terme. Alors pourquoi est-ce que c'est la croissance qui est particulièrement problématique? Parce que la principale fonction qui est touché par l'ozone, c'est la photosynthèse, ce qui évidemment pose un problème certain pour la croissance des plantes. Et donc c'est mauvais pour les plantes, c'est mauvais pour les écosystèmes, et puis bien entendu, cela a également des conséquences pour le rendement agricole. Alors pourquoi? C'est parce que en fait, la photosynthèse permet de transformer le carbone, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, en sucre, en protéines et en lipides, donc tout ce qui permet à la plante de grandir et de se développer. C'est donc une fonction essentielle pour la vie de la plante. Mais quand la plante est exposée à trop d'ozone, en fait, les processus vont, fournir l'énergie et les ingrédients pour fabriquer des antioxydants. Et donc, c'est la synthèse des antioxydants permettant de lutter contre l'action nocive de l'ozone qui va prendre le pas sur le carburant qui permet à la plante de pousser et de croître. On a donc un déséquilibre et les ressources carbonées sont détournées de leur rôle d'aliment de la croissance vers une fonction de défense. Cela a un effet aussi sur les forêts et en fait, on a pu constater, dès les années 60 des dégâts importants, et une mortalité anormale des arbres dans les forêts tchèques et polonaises, particulièrement à proximité de sites industriels. Alors, quand cela a été constaté, on a assez vite soupçonné que l'ozone pouvait être en cause, donc des mesures ont été réalisées en forêt et ont bien montré que, il était le polluant prédominant. Ce qui est en fait un petit et alors de manière saisonnière, c'est-à-dire en fin de printemps et en été, parce que la réaction chimique donc, dans laquelle entre l'ozone, dépend de la luminosité. On peut donc dire que l'ozone joue un rôle dans le dépérissement des forêts, même si évidemment les forêts sont également mises en danger par d'autres facteurs comme la monoculture, la pauvreté des sols et les sécheresses. Par ailleurs, toutes les plantes ne sont pas également vulnérables par rapport à l'ozone et on constate que parmi les céréales, le blé est plus sensible à l'ozone que l'orge ou que le maïs et le sorgho. Par ailleurs, on constate également que les arbres à feuillage caduc sont plus vulnérables que les arbres à feuillage persistant, donc ceux qui ne perdent pas leurs feuilles. L'ozone diminue donc le rendement, je l'ai déjà dit, ce qui évidemment est problématique à la fois pour les récoltes de céréales ou les récoltes de légumineuses, et il a également un rôle nocif par rapport dans le domaine de la sylviculture. Ce qui est nouveau, c'est que depuis une vingtaine d'années, on dispose de modèles prédictifs et que ces modèles prédictifs sont de plus en plus précis
et permettent donc de mesurer les dégâts qui sont liés à la pollution secondaire de l'ozone. Il y a désormais de nombreux réseaux de surveillance qui permettent donc de suivre les concentrations et surtout d'alerter sur les pics, alors, et notamment de suivre la fréquence de ces épisodes de pics. Donc, sachant que, on ne peut pas facilement remédier à la pollution, à l'ozone, eh bien, il faut, mettre en place des stratégies sur le choix des espèces de grandes cultures et également sur le choix des espèces, forestières, afin de garantir un bon équilibre à l'avenir des écosystèmes. Voilà, alors j'espère que, je n'ai pas été excessivement rapide, j'espère que vous avez pu suivre. Heu, je pense que je vais m'arrêter là parce que, si je commence à rentrer dans les réactions chimiques que je ne comprends pas forcément très bien moi-même, ce sera confus et trop long et donc, je vous souhaite une excellente soirée et vous retrouve après le feedback pour un deuxième discours.